Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père avec Charles Gave, mon meilleur invité, et en présence du DAF qui a bougé de là à là. Vous ne le voyez pas, mais... Vous allez l'entendre, il va ronfler. Il va ronfler parce que c'est drôle, hein, les animaux, ils savent exactement la régularité. Et quand on rentre dans la pièce, il sait qu'il y a droit, qu'il ne doit pas bouger pendant 1 heure. Alors aujourd'hui, nous allons répondre aux questions que vous avez posées sur la plateforme YouTube, sur notre chaîne YouTube, et sur Twitter, où je vous avais demandé de poser vos questions. Ça sera la dernière séance de questions-réponses pour cette année scolaire. On reprendra donc après le grand dossier qu'on va faire en septembre. Et le grand dossier qu'on va faire la semaine prochaine va être préempté par un article que Charles va écrire. Et on va vous laisser avec un gros morceau, on peut dire. Beaucoup de travail. Il va falloir, beaucoup de travail. Et on relèvera les copies à la fin de l'été. Hein. Voilà, donc là, il va y avoir un cahier de vacances. Exactement. Qu'est-ce que je détestais ça. Un horrible cahier de vacances, ça va être sur l'euro. Donc il va y avoir un article lundi. Et, qui sera plus long que les articles habituels, parce que voilà. C'est quand même un sujet complexe. Donc avec du poil aux pattes. Avec du poil aux pattes. Et je vais surtout essayer de montrer quelque chose dont les économistes ne parlent jamais. C'est le temps qui est nécessaire pour que les effets d'une politique se mettent en place. Et je montrerai par exemple qu'entre, si vous fixez les taux de change, et pour commencer à avoir un problème dans les marchés, par exemple, des marchés d'échange ou des marchés des taux d'intérêt, il faut entre 7 et 8 ans. Oui. Donc la plupart des gens vous disent, moi je vais faire ça et je vais avoir des résultats. L'année prochaine, le PIB sera en hausse de 0,3% à cause de mes actions intelligentes. Ils se foutent de la gueule des gens, quoi. Il y a l'économie, ça se passe dans le temps long. Et ce qu'il faut comprendre, c'est en quelque sorte comment ce temps long agit sur une variable, puis qui agit sur une autre, puis qui agit sur une autre, puis ça part en boucle. Et donc, ce sont des relations parfaitement fiables, mais extrêmement longues. Donc, ce dossier va s'appeler l'euro face au temps, ou quelque chose comme ça. Parce que ce qui compte, c'est que les gens comprennent le temps que ça prend pour foutre une économie en l'air, quoi. Ou pour l'améliorer. C'est un peu pareil, j'ai envie de dire, dans l'éducation. Dans l'éducation, quand on a changé la façon d'apprendre l'orthographe et qu'on a fait les syllabes et ainsi de suite, ça prend 7 à 8 ans pour voir une sortie de classe d'âge, si ça tire vers le haut ou si c'est désastreux. Et pour rectifier le tir, il en faut tout autant. Et c'est là ce qu'on oublie toujours, c'est que ce temps, une mesure désastreuse peut continuer à avoir des effets désastreux 20 ans après qu'elle ait été prise. Je pense par exemple les 35 heures. Bon, ben, ça a été pris en 98 ou 99, je me souviens plus très bien, mais ça continue à avoir des effets néfastes aujourd'hui. Et donc ça ne s'atténue pas avec le temps, au contraire. Le temps est une chose absolument essentielle. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. On est con, voilà. Écoute, aujourd'hui, donc, on va rentrer dans le dur du sujet avec une première question qui concerne le Brent. Donc, étant donné que là, on a tous bien compris... Le Brent, pour ceux qui ne savent pas, c'est le prix du pétrole. Voilà. On est rentré dans une crise inflationniste. Tu as toujours tendance à dire que, quelque part, la croissance, c'est de l'énergie transformée. Tout à fait. Donc, le prix du Brent, donc de l'énergie, est absolument fondamental. Oui. Donc, on commence dans le dur. Bonjour, Monsieur Gave. Pourrez-vous nous expliquer par quel mécanisme monte le prix du baril de Brent ? On achète des contrats majoritairement. N'assistons pas à un sabotage pour faire monter artificiellement ce cours ? Alors, essayons de réfléchir. Vous savez, dans les années 80, quand Mitterrand avait été élu en 81, il y avait un député socialiste qui avait proposé quelque chose de particulièrement idiot à l'Assemblée, je me souviens plus ce que c'était. Mais c'était particulièrement idiot, et il y avait un député de droite qui s'était levé, mais vous vous opposez à la loi de l'offre et de la demande. Et le socialiste avait répondu, cette loi, on va l'abolir. Donc, si le prix du Brent monte, c'est que la demande de pétrole est supérieure à l'offre de pétrole. C'est une découverte très importante, là, je tiens à le dire. Alors, il y a des gens qui peuvent s'amuser à piler, etc., mais la tendance structurelle, c'est que la demande d'énergie est supérieure à l'offre d'énergie, puisqu'on n'a fait aucun investissement dans le domaine de l'énergie fossile, et que 80% de nos énergies qu'on utilise sont d'origine fossile, charbon, pétrole, gaz. Bon, si ça monte, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et il va falloir que ça monte jusqu'au moment où l'offre et la demande vont s'équilibrer. C'est-à-dire que la hausse des prix du pétrole,
au bout d'un certain temps, détruit une partie de la demande. Il y a des gens qui peuvent plus se payer le chauffage, ou le Sri Lanka, comme le Sri Lanka. Et à partir de ce moment-là, on réussit à retourner petit à petit à l'équilibre entre l'offre et la demande. Mais ça veut dire qu'il y a une destruction de la demande. Et une destruction de la demande, ça veut dire une récession. Enfin, en tout cas pour les gars qui sont là. Donc, voilà, c'est tout simple. Par exemple, on a un petit peu partout, on a dit qu'il fallait plus avoir de diesel. Allez. Bon, c'est très mal le diesel. Il y a 15 ans, les mêmes nous expliquaient que c'était beaucoup mieux que l'essence. Mais enfin, c'est un détail. On n'a plus de diesel. Donc, la quasi-totalité des gens qui font des raffineries ont adapté leur outil de production au fait que le diesel, c'était mal. Mais il y avait toute la flotte, par exemple, des camions, des bateaux, qui ne fonctionnent qu'au diesel. Du coup, ce qui se passe, c'est que le prix du diesel monte comme une fusée. Donc, encore une fois, si je reviens à la notion de temps, c'est peut-être très bien de dire, dans 10 ans, on n'aura plus du tout de diesel, mais en attendant, tous les gens qui ont acheté des diesels dans les camions, les camionnettes, les voitures, etc., eux, ils ont toujours une voiture qui reste sur la route et qui est toujours opérationnelle. Donc, c'est absolument incompréhensible que les gens, quand les prix montent, se mettent toujours à penser qu'il y a une grosse conspiration derrière et qu'il y a des gens qui s'en foutent plein les fouilles. Non, ils s'en foutent pas plein les fouilles. C'est juste, ils ont... Alors, tu m'offres une transition, en revanche, toute trouvée. Ça, c'est une question de Nicolas Moreau. Est-ce que tu penses véritablement, parce qu'il réagissait à ta vidéo de la semaine dernière, que les crétins qui nous gouvernent sont-ils vraiment des crétins ? Attends. Ils arrivent à monopoliser le pouvoir dans tout l'Occident, ils arrivent à s'enrichir et enrichir tous leurs proches, et ils le font en sorte que le peuple jamais ne se révolte. Et si toutefois le peuple se révolte, la police les mate. Donc, est-ce que c'est vraiment des crétins ? Alors, c'est quelque chose, j'ai fait allusion à ça dans une de mes interventions, là, et en fait, il n'y a que 3 explications qui se passent. Soit ce sont des gens complètement incompétents qui ne comprennent rien. Honnêtement, sans dire du mal des gens, Thérèse, mais en regardant la position de Bruno Le Maire sur l'économie et le fait que le matin, il décide un truc, le soir un autre, moi je penche là pour donc l'incompétence. Ça ne peut pas être exclu. Voilà. Cette explication ne peut pas être exclue. Encore une fois, on est sorti d'une société logique, je pense donc je suis, à une société maintenant où j'aime, où je déteste, et donc j'ai raison. Donc à la place de réfléchir, on part de ses préférences personnelles et on en tire des conclusions sur ce que l'économie devrait être, mais qu'elle n'est pas. Et donc à ce moment-là, on prend des mesures imbéciles qui rendent la situation encore pire que ce qu'elle était avant, quoi. Donc chaque fois que je vois des politiciens ou des autres économistes, je leur dis, il y a une loi en médecine qui dit que la première règle de la médecine, c'est d'abord ne pas faire de dégâts. Mmh. Et cette loi, ils ne la respectent jamais. Mmh. Ils font des dégâts sans même y réfléchir, simplement parce que ils auront l'impression, leur concierge leur dira, c'est très bien, monsieur le ministre, vous avez interdit le diesel, c'est quand même remarquable, quel courage, rien du tout. Donc, première explication, ils sont nuls, et en plus, ils ont abandonné la formule de raisonnement qui était la formule scientifique. Bon. Sans compter que chez eux, il y a un côté faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose. Voilà, et qu'il faut faire quelque chose à tout hasard. Quoi. Voilà. Si on est perçu comme étant... On fait une commission, un moratoire... voilà. On prend des décisions, même si ce sont des décisions imbéciles, mais au moins on a fait quelque chose. Bon, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'ils aient un agenda caché. C'est ce que vous disent tous les gars qui vous parlent de Davos, etc., qu'ils veulent prendre le pouvoir, cette classe dont j'ai souvent parlé, l'État profond, et qu'ils veulent prendre le pouvoir, et que donc ils prennent des mesures. Bon, c'est possible. L'explication par la conspiration, si vous voulez. Et la troisième position à laquelle, il me semble, on peut arriver, c'est que ce sont tout simplement des crapules, c'est-à-dire qu'ils s'en mettent plein les fouilles. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à Bruxelles sur le fait qu'il y a eu toute une série de gens qui prennent des décisions dans la commission
ne sont pas complètement blanc-bleu quand il s'agit de... C'est vrai qu'il y a un lobbying énorme à Bruxelles. Il y a un lobbying énorme et que ceux qui sont bien avec les grands groupes pharmaceutiques, etc., ont l'air d'avoir un niveau de vie qui a l'air supérieur à ce à leurs appointements. Leurs appointements. Donc, il est possible qu'on ait partout dans le monde une classe qui a pris le pouvoir et qui soit simplement des bandits. Et je vous ai raconté souvent l'histoire, mais quand j'avais rencontré l'homme qui était le patron de la réserve fédérale de Kansas City, c'est-à-dire d'une des 7 banques fédérales américaines, je crois, il y en a 7, mais je suis pas sûr. Et c'était il y a 7 ou 8 ans, on avait discuté comme on discute avec toi maintenant, et il m'avait dit à la fin, ce que vous dites est très intéressant, Charles, mais vous ne comprenez pas qu'à la fin des années Clinton, la Fed, la Banque fédérale américaine, est tombée sous le contrôle d'une bande criminelle qui gère la Fed pour leurs bénéfices. Vous l'avez dit dans la... Et donc, il est possible qu'il y ait eu une classe qui s'est mise en place, et avec des taux d'intérêt très très bas, ça lui permet d'emprunter énormément, puisqu'ils sont riches en général, pour acheter des actifs. Donc, quelque part, ils transforment une monnaie dont ils font tout pour qu'elle baisse en valeur, en un actif réel, un immeuble, un hôtel, une société, etc. Et donc, il est possible que nous ayons à notre tête des crapules. Alors justement, autre question de Nicolas aussi. Est-ce que, tu parlais là, il est possible qu'ils achètent sur des taux bas et ainsi de suite, justement, est-ce qu'il vaut mieux profiter en ce moment en termes immobiliers d'acheter avec des taux bas ou attendre un potentiel krach immobilier ? C'est une question assez difficile parce que l'immobilier aujourd'hui est complètement hors de prix. Quoi, il est quoi, pour nos générations, honnêtement, autrefois... 10 000 € le mètre carré, oui, alors il y a d'autres villes, mais partout en Europe, comparativement aux années 50, tu peux pas. Pour un ménage, ça devient hallucinant. On est obligé d'acheter une surface de 70 mètres carrés, on met une vie à le rembourser, là où à votre époque, vous pouviez acheter 150 mètres carrés. 150 mètres carrés, et on ne mettait pas une vie à le rembourser parce que le salaire augmentait beaucoup. Voilà, vous mettiez 15 ans, c'était un plan d'endettement c'était sur normal, 15 ans. c'était... Et encore, il y avait souvent qu'un seul dans le couple qui travaillait. Il n'y avait même pas de salaire. On n'y arrivait pas. Donc, vous savez, il faut parfois prendre des anecdotes parce que ça donne une idée. Mon grand-père, qui était un haut fonctionnaire, avait envisagé à un moment d'acheter un appartement. Pour ceux qui connaissent l'Assemblée nationale, c'est le début du boulevard Saint-Germain. Vous avez à gauche un immeuble rond de l'autre côté de la rue, qui est rond comme ça, avec des très beaux appartements. On l'a tous vu, cet appartement, il est superbe. C'est juste avant, quand on passe l'Assemblée nationale, il est à gauche et il est en rotonde comme ça. Donc quand vous passez au-dessus du pont, vous avez l'Assemblée nationale à droite et cet immeuble qui est vraiment au coin du quai et du boulevard Saint-Germain qui commence. Voilà. Et donc, je crois qu'il avait envisagé d'acheter, puis la guerre est arrivée, il ne l'a pas fait, il a eu bien tort d'ailleurs. Mais... puisqu'il était en Syrie, mais c'était, je crois, quelque chose comme 8 fois son salaire, 8 années de salaire. Bon. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, s'il avait emprunté 30%, une vingtaine d'années pour le rembourser. C'était... Puis ensuite, mon père, qui était officier, aurait pu l'acheter à quelque chose comme 7 fois son salaire. Aujourd'hui, c'est à 40 ou 45 fois le salaire d'un haut fonctionnaire. C'est pas jouable. Donc, si c'est pour s'acheter de l'immobilier... je sais pas, dans la Creuse, 10 hectares dans la Creuse, là où ce sera pas cher, pourquoi pas, mon Dieu? Mais acheter un machin qui est très surévalué, ça peut baisser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est donc, sauf si c'est pour habiter dedans, et encore, il risque d'avoir à payer un maximum. Oui. Donc moi, à l'heure actuelle, s'endetter en principe c'est bien, mais je discutais, le gars qui s'occupe de moi dans ma banque a été promu ailleurs. Il faisait du très bon boulot, il venait me voir pour me présenter son successeur qui allait s'occuper de moi, ce qui est bien aimable de sa part, et il m'a dit qu'aujourd'hui les banques ne prêtaient plus parce qu'elles ont peur, donc elles ne prêtent, il y a eu des directives étatiques qu'on ne pouvait pas prêter plus de quelque chose qui avait à voir avec 30% du salaire. Donc, ça vous donnait la possibilité d'acheter un bien à 600 000 € ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, elle prête qu'aux riches. Elle prête que si tu as une hypothèque. Elle prête que si tu arrives avec un immeuble à donner en garantie. Voilà. Ça, on le savait déjà, on s'en rend compte. On s'en rend compte. Donc, M. Arnaud, il a peut-être intérêt à transformer son cash en immeuble à Paris.
Mais pour que vous si le fassiez... Si t'as pas de levier. S'il n'y a pas de levier, et puis trouver quelqu'un qui va vous le prêter, ça va pas être de la tarte, quoi. Même si on a un salaire tout à fait convenable, ou deux. Alors, autre question, est-ce que tu penses que la France peut s'en sortir par le haut de cette implosion imminente de l'euro ? Par le haut. Alors, là encore, il faut essayer de réfléchir. Quels sont les actifs de la France ? Les actifs de la France, c'est qu'elle a encore des gens qui travaillent bien, etc. Mais surtout, elle a des actifs de terrain agricoles, de maisons, d'infrastructures qui sont très élevés. Mais on ne peut pas exploiter ça à cause de la lourdeur de l'État. Donc, pour que la France s'en sorte par le haut, il faut sortir de l'euro et ramener le franc à un niveau de compétitivité, c'est-à-dire qu'il baisse fortement. À ce moment-là, si le franc baisse suffisamment, on devient... Le franc, c'est-à-dire là, tu pars d'une acceptation qu'on aurait fait un retour au franc ? Qu'on aurait fait un retour au franc. Avec l'euro, on ne peut pas s'en sortir. D'accord, oui. D'accord. Avec l'euro, il n'y a pas de sortie par l'euro. C'est impossible. Donc, on dévalue massivement, et quand vous dévaluez, ce que vous faites, c'est que vous transférez beaucoup d'argent, des sommes très importantes, du rentier vers l'entrepreneur. Mais tu sais que les Français, les gens, quand tu leur parles, ont été nourris, encore une fois, à l'idée qu'une dévaluation, c'est à peu près la chose la pire. Tout le monde est dans l'idée un franc fort, une monnaie forte, comme si... Oui, c'est pour ça qu'on a des millions de chômeurs. Voilà. Et c'est pour ça que tous les Français se barrent. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'une dévaluation est un mal pour un bien sur le long terme. Il faut ramener, si le travail français n'est pas compétitif aujourd'hui, on ne s'en sortira pas par le haut. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est laisser le marché décider de là où doit être le franc français. Parce qu'il y aura deux choses. Il y aura les exportateurs qui exporteront, gagneront de l'argent, donc il y aura une demande pour le franc français en quelque sorte, donc il se stabilisera bout d'un certain temps. Mais aussi il y a des tas d'étrangers qui viendront peut-être s'acheter un appartement ou une maison à Saint-Tropez, tu vois. Donc il y aura les rentrées de capitaux. Donc quand le taux de change baisse fortement, il y a des tas de gens qui attendaient depuis des années pour s'acheter quelque chose et qui se précipitent à ce moment-là pour l'acheter. Donc ça fera un effet très important. Mais il n'y a pas de retour de sortie par le haut si on ne revient pas à des prix de marché pour le taux de change et le taux d'intérêt. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu réponds aux gens justement qui disent « Ah oui, mais ça serait peut-être une bonne idée de faire un euro du Nord, un euro du Sud, ou d'avoir... » Ça ne changerait rien. On est d'accord. Ou d'avoir l'euro et puis le franc en parallèle avec des taux de conversion bloqués. Ça change quoi ? Je suis d'accord, mais j'arrive pas à leur expliquer que ça change rien. Non, c'est pas ça, parce que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc, exactement, mais la réalité, c'est que si tu mets un taux de change, tu regardes le franc, tu bloques le franc vis-à-vis de l'euro, immédiatement, les gens vont se précipiter pour attaquer les spéculateurs. Donc toutes nos réserves de change vont disparaître en 5 minutes. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à quel point les gens veulent s'en sortir. C'était la phrase de Bossuet, il est amusant de constater à quel point les gens se plaignent des conséquences des actes qu'ils adorent ou quelque chose comme ça. Donc ils chérissent les causes. À chaque fois tu galères et je te laisse galérer parce que moi je la connais, mais j'en ai rien à foutre, tu vas la prendre celle-là. Soit tu la cites pas, soit tu la prends. Voilà, je vais la prendre. Donc ils chérissent les causes. Si vous êtes un bon rentier et que vous chérissez d'avoir un franc fort et d'aller vous balader en Espagne, c'est très bien les enfants, mais à ce moment-là, vos enfants iront travailler à Londres. Il faut que vous choisissiez. Très bien. On vous avait dit qu'il ronflerait. Autre question, que pense Charles du survivalisme ? Tu sais ce que c'est ? Oui, c'est ce que je sais. T'as un Suisse, Piero Di Giorgio, je sais pas quoi. Il y a toute une série de gens, puis alors aux États-Unis, c'est très à la mode, ils vous apprennent à bâtir des cabanes dans les bois. C'est le côté Ayn Rand, tu sais. C'est ça, moi, tout va s'écrouler. Vous me gonflez tous, je pars dans un coin, dans une montagne, dans une vallée où personne ne sait me trouver. Et aux États-Unis, il y en a des coins où personne... Où la main de l'homme a jamais mis le pied. Il y en a plein là. Donc vous établissez et vous vivez comme... Mais à ce moment-là, il ne faut plus avoir d'Internet. Hein. C'est dur de vivre sans Internet. Hein. On s'y est habitué. Non, mais le survivalisme, c'est une vieille tendance des périodes troublées. Il y a deux façons. Si vous prévoyez qu'il va y avoir, comme je l'ai souvent expliqué, mettons, un certain nombre d'institutions qui vont disparaître parce qu'on arrive à la fin
des 70 ans ou de 100 ans de vie des institutions. Il y a deux solutions. Soit je vais rester bien alerte et me bouger aussi vite que je peux et essayer de continuer dans la civilisation qu'on connaît. Ou bien alors, je me retire et je deviens un ermite, un anachorète, et je me mets sur le haut d'un pylône quelque part au Moyen-Orient. Ou dans un tonneau. Ou dans un tonneau, ou dans une grotte, ou au sommet d'une montagne. Et puis là, je lui explique que je vais m'en sortir tout seul et que j'ai besoin de personne. Mais l'homme est un animal social. Donc faire ça, c'est pas évident. Hein. C'est pour ça qu'ils le font à plusieurs parfois. Parfois, oui, mais ça donne des communautés de hippies. Au bout de 5 minutes, ils te mettent sur la gueule, hein, les gars. Oui, c'est pas faux. Alors attends, celle-là, elle est un peu technique. Oui, justement, une question un peu technique de Maître Capello, qui est un grand admirateur, qui boursicote un peu, et qui demande pourquoi tu n'as pas de semi-conducteur dans ton portefeuille. Ah, c'est une très bonne question, ça, parce que le semi-conducteur, c'est ce que j'ai longtemps expliqué à mes clients, c'est un peu la matière première de l'économie de la connaissance. Vous savez qu'on est entré dans la 4e révolution, celle de la connaissance, il y a déjà 25 ou 30 ans facile, et que c'est un bouleversement profond. Et donc ça, vous ne pouvez pas avoir d'économie de la connaissance si vous n'avez pas de semi-conducteurs. Le problème aujourd'hui, c'est que les semi-conducteurs, à cause de la politique très agressive des États-Unis, sont devenus un enjeu stratégique. Je m'explique. Vous prenez Huawei, vous savez que c'est cette société chinoise qui faisait des téléphones. J'avais un Huawei qui était très très bien. J'aime beaucoup, puis on me l'a volé. Ou je l'ai perdu. Non, on te l'a volé, parce que j'étais là, et ils nous ont croisés, c'était bizarre, ils t'ont... Et je l'ai perdu, bon, j'en sais rien, bref. Si, on et était alors, dans un taxi, Huawei, les Chinois en ont été extraordinairement fiers, parce que c'était la première fois que la Chine développait une marque mondiale qui commençait à l'emporter sur toutes les autres grandes marques mondiales. Et ils taillaient des croupières à toutes les autres grandes marques mondiales, à Ericsson, à tout le monde. Et donc les Chinois étaient très contents. Et je crois que c'est Motorola, Apple, je ne sais plus qui d'autre, qui ont été voir le président Trump et qui lui ont dit « Oh, ça va pas du tout ». Et dans la semaine qui a suivi, l'administration Trump a interdit toute vente de semi-conducteurs de très haute qualité, ceux qui permettent de faire des produits tout à fait nouveaux, à Huawei. Donc les États-Unis, par un décret, ont détruit Huawei. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis ne produisent pas tellement de semi-conducteurs, mais c'est eux qui font tous les programmes qui permettent de faire les semi-conducteurs et toutes les machines-outils qui permettent de faire les semi-conducteurs. Donc, ils faisaient pas le produit final, mais ils étaient complètement en amont, comme ça. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était des affaires qui, tout en étant des affaires du secteur privé, pouvaient d'un seul coup tomber sous le contrôle de l'État. Et vous savez qu'à ce moment-là, moi, quand je commence à voir les États qui commencent à croiser ma route, je pars dans l'autre sens en poussant des cris de bonheur. Mais alors, depuis, la Chine ayant compris cette fragilité, elle n'a pas la Chine est en train de mettre des dizaines de milliards de dollars pour bâtir ces outils, des outils dont ils ont besoin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 3 ans, on va se retrouver avec trop de semi-conducteurs, puisqu'il y en aura, la Chine en fera pour elle et pour les autres. Autrefois, comme c'était monopolisé par les États-Unis, il y avait toujours une espèce de petite pénurie, ce qui fait qu'on gagnait beaucoup d'argent dans l'industrie des semi-conducteurs. Et maintenant, vous allez risquer de vous retrouver avec une surcapacité de semi-conducteurs d'ici 3 ans. Mais alors du coup aussi, est-ce que ça ne veut pas dire qu'Apple va perdre un peu son hégémonie, puisque les Chinois vont pouvoir être autonomes de A à Z sur le marché du téléphone? Surtout les Chinois. Ce que j'aime pas du tout dans le modèle d'Apple, c'est que ils font toute la recherche et le développement, et ils font toute leur vente à partir des États-Unis, hein, et toute leur construction se fait en Chine. Mais si ça continue à aller de plus mal en plus mal avec la Chine, les Chinois vont dire vous faites plus votre construction en Chine. Et à ce moment-là, où est-ce qu'ils vont trouver les usines? Elles n'existent pas. Donc moi je trouve qu'Apple est une société extraordinairement fragile. Et donc, ils gagnent de l'argent gros comme eux, ils ont des marges absolument incroyables. Je ne sais pas si tu le sais, mais l'espèce de petit... Tu as un Apple, toi? Oui. Tu as une espèce de petit fil blanc que tu mets dans l'oreille, tu sais, pour écouter ou je sais pas quoi. Voilà. Des écouteurs, tu veux dire? Les écouteurs, oui. Ils gagnent plus là-dessus
que Tesla ne gagne sur ses voitures. Non, mais ça, c'est pas difficile. Sur le fil, non, il gagne un petit peu, mais sur le fil, tu gagnes plus que... Donc ça veut dire que Apple était dans une position de monopole. Le prix des produits que tu achètes pour relier ton téléphone à ta musique ou j'en sais rien, ils ont des marges, mais inimaginables. Oui, bien sûr. Donc tout ça, j'aime pas trop, quoi. Je comprends. Alors, justement, transition aussi, puisque on parlait de la Chine, penses-tu que les obligations chinoises vont encore performer cette année ? Cette année, j'en sais foutre rien, mais je sais que sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, elles feront mieux que les obligations françaises, allemandes ou américaines. Donc, encore une fois, ce que je dis aux gens, c'est ça. Je leur dis, écoutez, dans les marchés, vous pouvez acheter 2 choses, et 2 choses seulement. Vous pouvez acheter un contrat, c'est-à-dire une obligation de l'État français, c'est un contrat que tu as passé avec l'État français qui te remboursera à l'échéance, qui te paiera les intérêts, etc. Ou une part de propriété, ma fameuse Air Liquide, quoi. C'est les banques centrales des États-Unis et d'Europe ont décidé de foutre en l'air la monnaie dans laquelle ils avaient souscrit des contrats parce qu'ils ne pouvaient pas les rembourser, ces contrats. Ils ont eu des déficits budgétaires, des dettes tellement gigantesques qu'ils ne peuvent pas les rembourser. Donc, ils veulent faire prendre la perte à celui qui achètera un contrat. Donc, le seul endroit où vous pouvez avoir des contrats, c'est en Asie. Et en Asie, les contrats vont se mettre petit à petit à suivre le contrat chinois. Ça va devenir la monnaie dominante. Et donc, justement, si tu peux développer, parce que Fakir a demandé, justement, quid des pays genre Thaïlande, le Cambodge. Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Alors, justement, il se passe un moment important, là. C'est que la Chine, quand il y a eu la crise de 2008-2009, s'est dit, écoutez les gars, ça va pas du tout. Parce que la Thaïlande, quand elle faisait du commerce avec la Corée, ou j'en sais rien, Corée du Sud, facturait tout ça en dollars. Bon. Et puis, ils ont laissé sauter Lehman Brothers et à la limite AIG, et pendant 3 ou 6 mois, il n'y a plus eu de dollars. Oui. Donc, le commerce extérieur des pays asiatiques s'est écroulé, alors que ça allait très bien, merci. Tu vois ce que je veux dire ? C'est simplement que tu ne trouvais plus le numéraire, quoi. Tu ne réussissais plus à trouver. Donc, les Chinois ont été voir tout le monde en leur disant, dites les gars, pourquoi on fait du commerce entre nous en dollars ? Pourquoi on ne le fait pas dans nos monnaies ? Alors les gens disent, oh, nos monnaies sont très volatiles, et puis les tuyaux marchent bien, ça marche, on appuie sur un bouton, ça marche. Et donc les Chinois ont dit, vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez stabiliser vos monnaies vis-à-vis du yuan, et puis moi je vais stabiliser le yuan vis-à-vis du dollar, et comme ça, notre système deviendra beaucoup moins volatile, votre monnaie deviendra beaucoup moins volatile, et comme les monnaies deviennent moins volatiles, à ce moment-là, les couvertures de change à terme deviennent beaucoup moins chères. Donc vous n'aurez plus besoin du dollar. Bon, ça marche très bien, mais il y avait un énorme éléphant qui restait en dehors de la pièce, et c'était l'Inde. Parce que l'Inde, si tu fais des projections démographiques à 20 ans, tu prends l'Inde, le Sri Lanka et le Népal, je crois, ou quelque chose comme ça, et 40% des gens en âge de travailler et éduquer dans le monde dans 20 ans viendront de cela. Donc tu sais très bien que c'est là. Donc la monnaie indienne va devenir de plus en plus importante. Mais comme les Chinois et les Indiens ne sont pas en speaking terms, ils ne s'aiment pas beaucoup, l'Inde ne voulait pas du tout faire partie de cette espèce de conglomérat. C'était l'Inde qui ne voulait pas ou c'était la Chine ? C'était l'Inde qui ne voulait pas. Mais maintenant, avec le coup de la Russie, l'Inde est en train de... la Russie va stabiliser vis-à-vis... C'est un peu les amis de mes amis deviennent mes amis. Là, exactement, mais ce qui se passe surtout, c'est comme l'Inde achète son pétrole en roupie ou en rouble, ça les arrange beaucoup. Et puis comme la roupie, comme le rouble va stabiliser vis-à-vis du yuan, la roupie va stabiliser vis-à-vis du yuan. Donc, je dis aux gens, si vous voulez acheter des contrats indiens, par exemple des obligations en Inde, c'est peut-être pas complètement idiot, parce qu'ils ont des taux d'intérêt très élevés, parce que les taux d'intérêt vont baisser doucement vers les taux d'intérêt chinois. Si vous pouviez avoir des obligations russes, je dirais la même chose. Je l'aurais dit depuis un petit moment d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette espèce d'attitude agressive des États-Unis d'utiliser le dollar comme une arme géostratégique pour faire plier les autres pays,
c'était en train de se retourner contre eux, et donc l'étendue, la stabilité et la probabilité qu'il y ait une zone très importante qui se crée en dehors du dollar et qui fasse du commerce entre eux en autre chose que dans le dollar, augmente de façon absolument phénoménale en ce moment, à cause de ce qu'ils font. Il est super d'accord. Moi, oui, mon crapaud. Moi, Dieu est gentil, bébé. Alors, dis-moi, puisqu'on est sur l'Asie, les gens aussi ont beaucoup... 5-6 personnes ont posé des questions sur le Japon. Qu'est-ce qui se passe sur le yen et que fait la Banque centrale? Alors, là, il va falloir vous accrocher, les gars, prendre des notes, parce que c'est pas tout simple. Hein. Alors, je vais essayer de vous expliquer, mais c'est parfaitement logique, mais c'est pas tout simple. La Banque centrale japonaise a très peur de la déflation, c'est-à-dire des prix qui baissent. D'accord. Donc, pour empêcher la déflation, elle maintient ses taux d'intérêt extraordinairement bas à 0, quelque chose comme ça, sur, mettons, le 10 ans, allez. Le 10 ans indien, japonais. Et pour être sûr que ça ne va pas bouger, si ça passe au-dessus de 0, si les taux d'intérêt commencent à monter, la Banque centrale en achète. Pour empêcher le truc de monter. Donc, il bloque les prix à 0. Elle fait une destruction. Elle achète et donc elle crée de la monnaie ici, Voilà. du cash. Elle ferait du cash ici, elle achète l'obligation, elle la met dans son bilan. Or, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont en train de monter dans le monde entier. Donc, le Japon se retrouve avec un léger problème, c'est qu'ils sont les seuls à avoir des taux à 0. Et donc, ce que tu fais, toi, si tu es un gros malin, tu vends l'obligation japonaise à 0, à découvert, hein, tu n'en as pas, mais tu la vends à la Banque centrale, là, tu prends le pognon, et tu vas t'acheter une obligation américaine dont les taux sont à 3. Parce que tu fais 3%, et puis comme ça, tu es tranquille. Oui. Ça devrait couvrir le... Mais quand tu achètes l'obligation américaine, tu achètes du dollar. Et oui. Et donc le yen se pète la gueule. Se pète la gueule. Donc double effet qui se coule. Voilà. Et donc le yen se pète la gueule, et du coup, le Japon est devenu ce qu'on appelle a carry trade currency, c'est-à-dire que c'est la monnaie que tu empruntes pour aller acheter une autre monnaie qui a un rendement plus élevé. Mais ça veut dire qu'il y a une position absolument gigantesque short à découvert qui est en train de se créer sur le Japon. Ils vont être obligés de remonter leur taux. Et si à un moment la Banque centrale dit écoutez, ça va bien les gars, je laisse le 10 ans japonais trouver son prix de marché. Il y a des culottes courtes là, les mecs vont se retrouver sans maillot. Ils vont se retrouver sans maillot, il va y avoir un paquet. Donc, quand la marée va se lever là. Quand la marée, vous savez, c'est la vieille blague de Warren Buffett. C'est quand la marée se retire qu'on voit qu'il nageait sans maillot, quoi. Et donc, ça, c'est le genre de truc que je fais jamais, parce que je suis pas assez fort sur le timing et tout. Et puis c'est un truc à pas dormir la nuit, ça. Et c'est un truc, et surtout si quand est-ce qu'il faut sortir Non, moi, tu sais pas. Mais surtout, ce qu'il y a d'affreux, quand ça se passe, c'est que tu es en train de vendre un truc, le yen, qui est extraordinairement sous-évalué. C'est à cause de tout ça. Donc, si tu fais la parité des pouvoirs d'achat, c'est-à-dire que les monnaies sur le long terme retournent toujours au niveau où elles devraient être compte tenu du différentiel d'inflation, c'est la parité des pouvoirs d'achat que j'avais expliqué ici il y a quelque temps, le Japon aujourd'hui est à peu près 40% sous-évalué. Ça doit faire un mal à l'industrie européenne, je te dis pas d'ailleurs. Hein. Et donc, vendre un truc qui est très sous-évalué à découvert, moi je fais pas ça, les gars. Oui, non, c'est... Je fais pas ça, c'est... Donc, je comprends pourquoi ça se passe, mais je me dis, oulalalala, il va y avoir un feu d'artifice à l'arrivée, ça va pas être triste. Hein. Il va y en avoir un culotte courte, là, bien sûr. Oui. Bon, alors, je reste sur une question monétaire encore. Mais pour terminer sur le Japon, mais ça veut dire que les sociétés exportatrices japonaises, en ce moment, gagnent de l'argent comme des folles. Ouais. Or, elles ont un cash flow qui est positif. Depuis un moment, oui. Depuis un moment, et elles ont en cash dans leur bouquin la valeur boursière des sociétés, c'est-à-dire 4 000 milliards de dollars. Oui, mais ça, on en avait parlé la dernière fois, je t'avais dit, mais c'est dingue qu'il n'y ait pas plus d'OPA sur... Et tu m'avais dit, non, ça se fait pas au Japon. Ça se fait pas au Japon. Quand tu vois des sociétés avec des cash flows comme ça, tu dis, tu peux faire des OPA hostiles. Là, bien sûr, moi, si j'étais japonais, oui, j'emprunterais des yens, si je pouvais, et je ferais une OPA sur Toyota, quoi, parce que cash flow positif, tu trouverais un type comme Bernard Arnault, s'il pouvait intervenir au Japon, il pourrait acheter des sociétés en disant écoutez les gars, je trouve dans la société de quoi me la payer. Évidemment. C'est le principe d'une OPA, quoi. C'est quand tu as un cash flow positif dans la boîte.
Alors, tiens, on a parlé un temps du déficit stratosphérique de la Deutsche Bank. Qu'en est-il réellement ? Alors là, la Deutsche Bank, c'est le cachalot qu'on voit depuis très longtemps. Très ça longtemps. fait 10 ans depuis Dexia. Il est passé quand même, il a dû baisser, allez, je dis pas de bêtises, depuis la crise il y a 10 ans, sur l'euro, la Deutsche a dû baisser d'à peu près 90%. Mm-hmm. Donc le gars qui était actionnaire, il a perdu 90% de son fric. Donc il a bien perdu. Et la Deutsche s'est fait choper un nombre de fois considérable, parce qu'ils ont une spécialité, c'est de faire des machins qui sont interdits. Alors de temps en temps, ils se font choper par la SEC, les autorités de contrôle, et pas on leur pas. C'est-à-dire que la Deutsche ne m'a jamais frappé par son côté éthique. Donc ce que je sais, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a dans les comptes de la Deutsche. Oui. Et je prétends que le gars qui est au sommet, il ne le sait pas non plus. Cela dit, tu sais, à notre époque, les produits financiers sont devenus tellement compliqués qu'il faut des départements de compliance entiers par étage. Et en plus, c'est faux, parce que c'est tout à fait exact. Mais ce qui se passe, c'est que la quasi-totalité de ces modèles, de ces produits, ont leur prix déterminé dans le bilan de la Deutsche ou de la Société Générale ou de la BNP. On dit « price according to model », c'est-à-dire qu'il y a un modèle qui dit ça devrait valoir ça. Mais si d'un seul coup, les composantes du modèle explosent, je sais pas, il se passe une crise de liquidité monstrueuse, et tu es forcé de liquider, tu risques de le liquider à 10% du modèle. Il y a quelque chose qui m'a fait rire aujourd'hui, je le raconte parce que c'est exactement ça. J'ai lu dans le journal, avec stupéfaction, que la vaccination avait sauvé 20 millions de vies du Covid. Bon, j'ai été lire l'article, et l'article était assez simple, c'est que, d'après les modèles qu'avaient fait les types à Londres ou n'importe quoi, on aurait dû avoir 20 millions de morts de plus. Comme on n'a pas eu 20 millions de morts de plus, c'est pas le modèle qui était bête, c'est que c'est le Covid, c'est le vaccin qui a marché. J'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça très, très, très brillant. Et donc, le gars vous explique tranquillement que le vaccin a sauvé 20 millions de mecs, parce que d'après le modèle qu'ils avaient fait, il aurait dû avoir 20 millions de plus. Formidable en lien de causalité, je trouve ça subtil. Mais surtout, ça veut dire... Mais tout le monde sait que leur modèle, c'est de la merde, quoi. Le type qui avait fait son modèle à Londres, il avait expliqué qu'il allait avoir, je ne sais plus combien de centaines de milliers de morts en Grande-Bretagne, et il n'y en a pas eu. Il faut lire les articles de Tubiana là-dessus. Donc, cette histoire de price according to model, c'est le truc... moi, j'ai fait des tas de modèles toute ma vie, je continue à en faire d'ailleurs, et j'ai jamais rencontré un modèle que j'aimais pas. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'il marche. Oui. Alors, que répondez-vous aux politiciens et à Michel Onfray qui disent que le vrai problème en France, c'est le libéralisme ? Oui, bien sûr. Tout le monde sait qu'on souffre d'un excès de liberté en France, quoi. On a discuté avec toi ici, il y a quelques semaines, de ce qu'était la liberté, c'est-à-dire de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Ben, en France, je peux pas faire, même si je veux. Et en ce que je dois, ben, non, je peux pas. Donc, expliquer que dans un pays où il y a 65% où l'État fait 62%, que le problème, c'est qu'il y a trop d'initiatives individuelles. Mais je crois que ces gens-là, encore une fois, quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent ingouvernables, disait Confucius. Et je crois que ce qui se passe, c'est qu'ils confondent capitalisme de connivence et libéralisme. Donc, ils sont soit bêtes, soit de mauvaise foi. Moi, je pense qu'ils sont paresseux et qu'ils ont décidé d'utiliser, pour une raison X, le terme de libéralisme, mais ils ont évidemment lu Bastia, feuilleté Hayek, regardé Schumpeter, bon. Mais ils ont décidé, par paresse intellectuelle, d'utiliser l'espèce de gloubi-boulga du libéralisme parce que ça fait bien. Ils pensent que Minck et Attali sont libéraux. Voilà, et ensuite il nous explique idemment pareil, donc l'excès de libéralisme de l'Europe. Je dis mais qu'est excès de libéralisme ? Encore une fois, on a des fonctionnaires, en veux-tu en voilà, on a des strates de gouvernance absolument ingérables. Encore une fois, prendre des décisions
administrative favorable aux grands groupes monopolistiques, ça n'est pas du libéralisme, on est même le contraire. Le libéral est pour déjà la subsidiarité. La subsidiarité. Donc on aurait aimé une Europe avec ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire que tout devrait être décidé en local et si ça n'est pas possible, monter à l'instance supérieure. Et de la même façon, dans un libéralisme actif, on est plutôt minarchiste. On est plutôt pour un État régalien, concentré autour de ses prérogatives que sont de fonctions que peuvent être l'administration publique des biens, les routes s'il faut, les hôpitaux si on a décidé que c'était les hôpitaux, mais en tout cas certes pas cette espèce d'État léviathan qu'on a développé, d'État nounou. Ça, c'est en dehors de tout concept libéral. Encore une fois, le libéralisme, c'est le truc de Pompidou qui disait « mais foutez la paix aux Français ». Si les Français trouvent que l'État leur fout trop la paix, c'est quand même, il faut le faire, quoi. Je recommande à quiconque d'embaucher quelqu'un, tiens. J'en ai un peu assez que dès qu'il y a un train de retard ou qu'on se claque le petit doigt sur la table de chevet, on dise que c'est la faute du libéralisme, si tu veux. Ça devient ça. Ça devient ça. Dès que ton train est en retard, on dit oui, c'est à cause du libéralisme. Je sais d'où ça vient, c'est qu'intellectuellement, tous ces gens étaient favorables au communisme dans une vie antérieure, y compris Onfray d'ailleurs. Enfin, tout à fait à gauche. Tout à fait à gauche. Et donc, ils ont vu leur communisme, leur socialisme échouer de façon grotesque. Non sans avoir tué une centaine de millions de personnes. Et donc, ils essayent maintenant d'expliquer que ils disent jamais que le communisme ou le socialisme c'est très mal, mais ils expliquent que ceux qui sont battus contre le communisme, c'était les libéraux, c'était aussi mal. Mais le libéralisme n'est pas une idéologie, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, c'est une théorie juridique, qui est que le pouvoir doit arrêter le pouvoir, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, que les droits de propriété sont essentiels, et ainsi de suite. Donc, expliquer que le libéralisme est une idéologie qui est symétrique par rapport au socialisme, c'est une incongruité. Mais d'autant qu'ils ne peuvent pas ne pas savoir que ça remonte à l'école de Salamanque, donc au XVIe siècle, que ça a été les premiers humanistes à véritablement concevoir la séparation de l'État et de l'Église, à affirmer certains principes moraux de l'homme, à reconnaître aussi, bien sûr, le droit de propriété qui est absolument fondamental, et à développer cette idée de jus naturalis, donc de droit naturel, qui permettait quelque part aux hommes une égalité entre eux, c'est-à-dire que... Tout le monde est égal devant la loi. Voilà. Or, aujourd'hui, on développe deux droits. Un droit pour les élites, comme on l'avait fait au Moyen-Âge, c'est-à-dire il y avait un droit pour les clercs. Le prêtre ou le clerc qui faisait une saloperie, il était jugé par l'Église, pas par le même... Et puis de l'autre côté, il y a des tribunaux pour les manants. Aujourd'hui, j'ai exactement la même impression. Vous avez un tribunal pour les clercs. Par exemple, on a eu la crise financière la plus grave de l'histoire depuis très longtemps, en 2008-2009, il n'y a pas eu un gars qui est allé en tôle. Pas un. Donc c'est quand même stupéfiant, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a aujourd'hui deux droits. Oui. Sans compter le droit administratif aussi, oui, qui n'existe qu'en France. Qui n'existe qu'en France et qui... Mais qui cherche à protéger cette classe. Hein. La classe, il sert maintenant d'outil principal de protection. On l'a vu au moment du Covid, où le Conseil d'État a expliqué qu'interdire d'aller à la messe, interdire de se réunir, c'était parfaitement légal. Il y a ça et le dévoiement du Conseil constitutionnel, qui a quand même tout du long cherché à dire oui, mais finalement, les changements qu'on a faits, non, mais c'était valable. Mais il ne faut pas oublier que les gens au Conseil constitutionnel, comme je le dis toujours, pour être au Conseil constitutionnel... Il faut avoir un casier judiciaire. Il faut avoir un casier judiciaire. C'est-à-dire que ça n'a aucune crédibilité. Notre Constitution ne veut plus rien dire. Plus rien. C'est à partir du moment où elle n'est pas respectable, elle n'a plus à être respectée. C'est-à-dire ce que tu dis, c'est qu'elle est légale, mais elle n'est plus légitime. Elle n'est plus légitime. On est en train d'atteindre dans tous nos pays, et on l'a très bien vu au moment des dernières élections, les Français ont voté contre, entre leurs abstentions et ceux qui ont voté directement contre, ont voté contre ce système légal qu'ils ne supportent plus. Et qui n'a rien de libéral. Hein. Non, qui n'a rien de libéral, encore une fois. Alors, réouvrons sur l'Europe, une question de Laïus. Pensez-vous que l'Angleterre et la Suisse soient mieux armées que la France pour affronter une récession ? Donc, deux questions. Quid de la Grande-Bretagne en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Et quid de la Suisse ? Alors, la Grande-Bretagne, Boris Johnson s'est présenté, a été choisi
comme l'héritier de Madame Thatcher, que celui qui allait prendre des décisions difficiles. Il s'est comparé à Churchill, qu'il avait écrit un bouquin sur Churchill. Et en fait, c'est un homme qui est pusillanime, c'est-à-dire qu'il prend une décision et puis ça marche pas tout de suite, donc il change tout de suite. Alors que vous pouvez dire ce qu'on voulait de Madame Thatcher, mais quand elle prenait une décision... C'était un sillon large. Tu pouvais pas la faire changer, quoi. C'était, comme elle disait, the lady is not for turning. C'est-à-dire qu'elle, bon. Donc on a eu une déception effroyable avec Boris Johnson, qui d'ailleurs, à mon avis, n'en a pas pour 3 mois, quoi. Il va être viré par les petits hommes gris du Parti conservateur. Alors là, j'explique, ayant longtemps vécu en Angleterre, le Parti conservateur, c'est quelque chose qui dure depuis 200 ans, ça a de l'expérience, c'est bien. Et à l'intérieur du Parti conservateur, vous avez des hommes que vous voyez jamais, qui sont des gens qui sont là, quoi. Et qui, quand ça va pas du tout, quand le type au pouvoir commence à faire trop de bêtises, vont le voir en lui disant c'est fini, hein, il faut que... C'est un peu cela qui était intervenu à la fin, entre guillemets, du règne de Lady Thatcher, quand elle avait commencé à dire... Elle avait pété un peu les plombs. À la fin, quand elle est devenue grand-mère, elle est sortie et elle a dit « We are grandmother ». C'est-à-dire, parlons d'elle en termes de royauté à la 3e personne. Ça avait beaucoup choqué. Déplu. Et donc, ces petits hommes grammes, je le sais parce que j'ai des amis qui sont à l'intérieur du Parti conservateur britannique. Et donc, ces petits hommes gris sont arrivés et on dit à Margaret, il faut que tu t'en ailles. Voilà. Et elle est partie. Parce qu'elle respectait le... Donc, j'imagine que les mêmes petits hommes gris ou leurs petits-enfants ou leurs enfants, je sais pas, vont aller voir Boris et vont lui dire, bon, Boris, il est temps que tu retournes, il faut que tu te remettes à écrire des livres. Et ils vont sortir du chapeau un nouveau Premier ministre. Mais l'embêtant... C'est qu'ils ne nous sortent pas une Theresa May ou un truc tout gris. Theresa May, oui, ça ne sera pas très intéressant, mais en même temps, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnalité charismatique qui devrait... Si, il y a celui qui est devant, là, avec les grandes jambes, qui a une tête de Mr Bean, un peu. Il est derrière le perchoir. Je sais pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui apparaisse. Celui qui est tout à fait étonnant, c'est un que j'aime bien, mais il est complètement à l'écart, il a été viré du Parti conservateur, c'est Farage. Oui, non, mais lui, il est... Il est considéré comme pas convenable par les petits hommes gris. Pourtant, il serait très bien. Bref, il va y avoir un changement en Angleterre. L'Angleterre va pas très bien, mais je me fais pas beaucoup de soucis pour elle, parce qu'elle a quand même une variable d'ajustement, qui est le taux de change. Mm-hmm. C'est-à-dire que si ça commence à pas aller bien en Angleterre, le taux de change va baisser, pour redonner du souffle aux entreprises anglaises. Et j'ai passé quelques jours à Londres la semaine dernière ou la semaine d'avant, et c'est très cher. Donc ils peuvent dévaluer un petit coup, ça leur... Donc ils n'ont pas de problème. La Suisse, ils ont cette chance inouïe, d'avoir leur monnaie, de ne pas avoir tellement d'universités, d'avoir un système de formation qui fait que ça se passe... En fait, ils ont un système de formation très différent. Ils commencent dès 14 ans à aiguiller vers l'alternance, avec des formations pour qui être ébéniste, qui s'occuper des montres, des vrais métiers, etc. En partant du principe, à la différence de ce qu'on a fait en France, que ça sert à rien de faire des facs de sociologie avec des gens à la fin qui vont finir comme vendeuses chez Milano. Et qui vont tous voter Mélenchon. Non, mais ça, c'est même pas la question, c'est de dire de toute façon, c'est-à-dire de voir l'université comme on la voyait à l'époque de Sacha Guitry, de dire l'université doit quelque part rester élitiste, ce qu'on a arrêté de faire en France, et du coup on envoie des bataillons entiers qui apprennent des choses pas vraiment utiles et se retrouvent dans des boulots... Et surtout ce qu'il y a d'affreux, moi je vais vous raconter, ça a commencé il y a déjà un certain temps, mais quand je suis arrivé, ça a commencé les études de sciences économiques. Avant ça, c'était l'économie politique, mais ce qui était beaucoup mieux d'ailleurs. Mais c'est devenu de la science. C'est du pipeau, l'économie, c'est pas de la science. Hein. C'est au mieux un art. Donc, j'ai commencé en première année d'économie. C'était la première fois qu'il y avait une première année de sciences économiques. On était 100. 4 ans plus tard, quand on a fini nos études, il y en a 4 de ces 100 qui ont été admis en juillet. C'est-à-dire qu'on était passé de 100 à 4. Tu imagines le dégât? Mais c'était pareil, moi, quand j'étais en première année, mon amphi, on était 1600. Le même amphi, l'année d'après, était à 800. Et quand j'ai fini en Master 2, on était 2 de mon année. Les autres avaient soit redoublé, soit avaient fait un autre Master avant, soit avaient fait... c'est-à-dire qu'en 5e année, on était plus... On va faire une université non élitiste,
Et en fait, on passe en 4 ans à 4% des gars qui étaient là la première année. Mais c'est incroyablement dur pour les pauvres gars qui sont restés en chemin sur le bas côté de la route. Qu'est-ce qu'ils deviennent, je ne sais pas. Donc il y a un vrai problème. C'est justement dans l'éducation supérieure. Et je ne sais pas comment il sera traité, mais il devrait être traité parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir trouver d'autres façons de former les gens, quoi. C'est pas... Et les Suisses, ils n'ont pas ce problème. Ils ont d'excellentes universités, mais où il y a finalement très peu de monde. Et puis... la maturité est plus difficile à avoir aussi. C'est-à-dire le bac est beaucoup plus difficile. Mais ce qu'il y a d'étonnant en Suisse, c'est qu'on trouve des gens extrêmement compétents, mais qui arrivent un petit peu comme si dans une armée, il y avait des officiers qui arrivent du rang, qui n'avaient pas d'école d'officier. Tu trouves des gars qui sont drôlement compétents, mais qui sont peut-être pas des grands intellectuels. C'est pas grave, tout le monde n'a pas vocation à être un grand intellectuel. Non, hein. Et puis en plus, les grands intellectuels, on se demande un peu à quoi ça sert. Quoi. Parfois, on se demande à quoi ça sert. Ouais. Voilà. Alors, j'ai une question. Attends, non, celle-là, elle est quand même vachement technique. Ça m'embête un peu. Oui. Est-ce que tu penses qu'il faut mieux garder de l'argent sur son compte bancaire ou l'investir en ce moment dans des travaux dans un bien immobilier ? Si vous habitez dans le bien immobilier, vous pouvez toujours l'investir. Hein. Mais alors là, je vais vous dire un truc. Si vous trouvez quelqu'un pour faire les travaux immobiliers... Hein, oui. Parce que, je ne sais pas comment c'est dans votre coin, le coin du Gala, mais moi je peux vous assurer qu'à Avignon, Paris et tout, vous appelez quelqu'un, il vous dit, c'est à peu près comme d'appeler un docteur, quoi. Vous avez rendez-vous le 27 février 2035, quoi. C'est à 3h de l'après-midi, parce qu'il y a une pénurie de gens qui sont capables de faire des travaux immobiliers. Ça me rappelle l'histoire que je raconte toujours, mais quand j'étais à Londres, ils avaient décidé à un moment de payer beaucoup moins les médecins. Et donc, je connaissais un médecin qui avait décidé de devenir plombier parce qu'il en avait marre, quoi. Il disait, c'est le même métier. Il faisait de la plomberie, mais il trouvait que c'était beaucoup mieux, quoi. Il gagnait beaucoup mieux sa vie, personne n'emmerdait. Donc, il n'y avait pas de procès. Il n'y avait pas de procès. Il travaillait quand il voulait. Donc, encore une fois, on retrouve cette espèce d'extraordinaire incapacité que nos systèmes ont engendrée de faire une adéquation entre la demande pour des travaux immobiliers, qui est quand même des métiers qui sont pas... il faut être habile, mais il faut connaître son métier, mais pas plus. Et l'offre. Il y a toute une série de boulots en France où il n'y a plus d'offres. Dans la fameuse boulangerie dans le sud-ouest, ils ne trouvent pas de pâtissier et ils ne trouvent pas de boulangerie. Ouais. Et il y a 25% de chômeurs dans la vallée. En fait, ce qui se passe, c'est que ma tante me disait, ils arrivent à trouver donc des petites vendeuses qui travaillent 6 mois, 9 mois, le temps de remettre leur crédit à jour, et ensuite ils se remettent au chômage pendant 18 mois, et ainsi de suite. Mais elle n'arrive pas à former quelqu'un pareil pour l'apprenti boulanger sur un temps long qui restera 5-6 ans. Et c'est un village, c'est une petite ville qui est au fond d'une vallée qui s'appelle Arrault. Au-dessus, il y a Saint-Lary, qui est une station de ski, etc. Et il y avait, je crois, un garage qui était là, un mécanicien, qui faisait les voitures, quoi. Et il a pris sa retraite, il a trouvé personne pour prendre le garage. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de... Il y a plus de mécaniciens, quoi. Donc ils sont obligés de descendre là où il y a la Meuson. Voilà. Mais encore faut-il que ta voiture marche. Bah oui, parce que si tu dois la pousser, tu me diras, c'est en descente. Hein. Pas si tout le temps. Si tu fais Arrault-la-Maison... Pas tout le temps, ça peut monter de temps en temps. Ouais, faut le faire en tracteur. Tu prends le tracteur et tu tires la voiture. Mais, je veux dire, on arrive à des systèmes complètement... Vous avez des dizaines de milliers de chômeurs, un besoin qui est évident et solvable, et personne qui se présente. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un vrai problème. Bon, écoute, on a fait un bon petit tour de vos questions, j'ai l'impression. Là, ça fait 54 minutes. On a eu un DAF très très sage avec des patounes, voilà. Donc, la semaine prochaine, on vous fait ce gros dossier sur l'euro qui sera... Et vous essayez d'en prendre connaissance lundi prochain en allant sur l'Institut des Libertés. Non, mais non, ça sert à rien que tu dises ça parce que comme on a une semaine de... Non, mais c'est lundi prochain, si. Ah oui. Ils auront le dossier en avance.
Ils pourront regarder le dossier, les graphiques et tout, voilà. Et ils pourront comme ça, ils comprennent. De toute façon, aller sur le site. Allez sur le site écrit, parce que je vous assure, il y a des trucs très bien qui sont écrits. Et l'écriture, ça n'a pas une bonne presse, mais il y a des gens qui savent écrire, hein, donc sur l'Institut des Libertés. Voilà. Merci encore de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi à nous suivre donc sur Spotify et sur Deezer maintenant qu'on a les podcasts si vous voulez les écouter tranquille dans votre voiture ou dans les transports. Et merci beaucoup parce qu'on continue à progresser gentiment. On continue à progresser, la chaîne remonte. Certains d'entre vous nous ont demandé quels allaient être les projets pour la rentrée. Alors, je crois continuer sur cette bonne lancée. Probablement reprendre les invités. On avait un petit peu arrêté avec les invités parce qu'on était en période politique et en période d'élection. Les gens n'arrivent plus à réfléchir, deviennent un peu... voilà. Ils disent que des conneries. Non, et puis le temps politique ne permet pas la réflexion. Donc maintenant, on est sorti de ce temps politique. Voilà, les urnes ont parlé. On va pouvoir, en septembre, recommencer à avoir des invités. Donc n'hésitez pas à proposer des gens. Beaucoup d'entre vous ont parlé de Valérie Bugeaud, mais je n'ai pas ses contacts. Il faut que, si quelqu'un veut me contacter sur mon Twitter pour me donner ses coordonnées, on la recevra avec plaisir. Et on reprendra d'autres invités. J'ai vu qu'Olivier Marleix avait été nommé président des LR à l'Assemblée. J'en suis ravie parce que c'est un type vachement bien. Donc pour ceux qui nous suivent, on est très contents parce qu'on l'a reçu ici. J'ai lu son livre qui était très très bien, rien de faux, tendance libérale sur l'économie. Et je suis très contente qu'on ait quelqu'un de valeur comme David Lisnard chez les Républicains qui ont des idées il y a, donc on regarde un petit peu la classe politique, il y a des gens bien partout, mais là où il y en a 2 ou 3 qu'on avait mis de côté, mais qui ont la capacité à vraiment grandir, c'est plutôt chez les Républicains pour l'instant. Écoute, en tout cas, il s'est vraiment battu sur le dossier Alstom. David Lisnard fait du très bon boulot. Voilà, je sais qu'il y a des gens... J'aimerais bien recevoir celui-là, tiens. Écoute, oui, voilà. Et merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt. À la merci semaine prochaine. beaucoup. Au revoir.